vivre sur planète dans le séminaire que nous avons organisé à la Maison Sugère au mois de juillet. Depuis Extinction Rébellion s'est développé aussi à Paris, en France. Nous disons qu'il faut discuter il faut que, disons, les jeunes générations et les générations moins jeunes discutent ensemble aujourd'hui de ces questions. C'est extrêmement important de recréer une solidarité intergénérationnelle et transgénérationnelle, ce qui n'est pas la même chose. D'ailleurs, je dirai tout à l'heure, si on en a le temps, pourquoi je distingue les deux et comment je les distingue. Voilà, donc ce que je vous propose, Virgile, on va laisser ça sur le pas. Virgile va vous lire la lettre de Jean-Marie Leclézio, et ensuite, moi, je vous lirai le projet de vocation de l'association, et ensuite, nous ouvrirons une discussion avec d'abord une intervention de Saskia. Cher Bernard Stiegler, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à soutenir l'action de Greta Thunberg et la vôtre pour que les générations futures vivent dans un monde meilleur. Je suis né à une époque où cette préoccupation n'existait pratiquement pas, particulièrement pour ceux de ma génération nés pendant la Deuxième Guerre mondiale. La question qui se posait était plutôt d'ordre politique et social. Comment cette humanité, dans l'ouest de l'Europe, mais aussi au Japon, en Chine et en Amérique du Nord, allait-elle survivre à cette terrible crise de l'après-guerre et réussir sa transformation en un monde égalitaire et pacifique? Cela ne signifiait pas que l'équilibre entre les dépenses humaines et les avoirs naturels était ignoré, mais qu'il passait au second plan, puisque la recherche du bien-être individuel était l'objet et que cela supposait la résolution de tous les problèmes par le progrès technique. Cela se comprend. Les enfants de ma génération ont souffert des maladies qui aujourd'hui ont été éradiquées dans le monde développé. Nous étions des survivants. Cela dit, non pour nous exonérer de nos responsabilités, ni pour nous atténuer nos erreurs, mais pour mieux comprendre le chemin parcouru depuis cette époque. J'ai moi-même vécu après la guerre en Afrique de l'Ouest, où tout semblait inépuisable, les ressources, la vie naturelle, la capacité de progresser. Nous pouvions ressentir une certaine inquiétude, une indignation instinctive quand, par exemple, nous visitions la demeure d'un district officer en poste à Ubuntu, près de la frontière du Cameroun. Lorsqu'il nous montrait avec vanité la collection de crânes de gorilles de montagne qu'il avait fusillés. Mon père, médecin de Brousse dans la même région, répondait avec ironie aux touristes qui partaient en safari que les seuls animaux dangereux de la région étaient les moustiques. 40 ans plus tard, Peter Matheson a écrit un beau livre, Le silence de l'Afrique, pour faire état du désastre. Lorsque la jeunesse d'aujourd'hui se soulève pour réclamer des comptes, pour demander que l'on agisse, en cela Greta est la grande figure de ce temps, cela est non seulement justifié, cela est urgent et ne peut plus attendre les promesses des politiques. L'argument que l'on oppose aux avocats de la décrue technocratique, qui sert à discréditer le mouvement écologiste dans son ensemble, est l'impossibilité d'un retour en arrière, comme si le surdéveloppement et l'excès de consommation des ressources signifiaient l'appauvrissement et l'arriération de la société moderne. L'autre argument, qui découle du premier, est que le développement des pays non industrialisés, les pays qui justement procurent l'essentiel de la matière première au reste du monde, est lié à cette surproduction, et que toute réduction de cette production signifiera l'arrêt du progrès, et donc la rétrogradation de ces pays. Pis encore, les chantres du surdéveloppement mettent en avant la menace d'une rétrogradation des pays riches, les condamnant ainsi à retourner au niveau de sous-développement des pays pauvres. Ils donnent en exemple le PIB du Ghana ou du Vietnam, quand ce n'est pas celui des pays les plus pauvres de la planète, tels qu'Haïti ou le Mozambique. Ces mêmes arguments servent aussi aux politiques pour défendre les situations de néocolonialisme, en comparant le niveau des anciennes colonies, les Outre-mer, les territoires sous mandat, tels que les Mayotte britanniques ou les dépendances françaises du Pacifique et de l'océan Indien, à celui des États nouvellement indépendants, tels que Maurice ou le Vanuatu. Dans cette argumentation, il n'est jamais fait mention des paramètres affectifs ou éducatifs qui serviraient mieux ces comparaisons, c'est-à-dire les éléments historiques, l'âge de ce nouveau pays, leur histoire coloniale cruelle, l'ancienne sagesse de leur culture, et les éléments éthiques, ces paramètres de bonheur et de partage qui apparaissent dans la classification des États selon Amartya Sen, et qui placent des pays tels que le Ghana, la Bolivie ou le Népal bien au-dessus des grands systèmes impérialistes. Le mérite de l'État et de tous ceux qui soutiennent son combat, rappelons-nous le sens du mot écologie, la science de la maison, puisque le monde est après tout notre seule maison, c'est de nous placer devant cette urgence, cette absolue nécessité. Examiner nos valeurs maintenant, faire nos choix sans plus tarder, décider nous-mêmes de notre avenir et de celui de nos enfants. Cela s'appelle la vérité, tout le reste n'est qu'un vain discours, une chimère destructrice, une mascarade sans issue. Cher Bernard Stiegler, croyez à mon admiration, à ma sympathie. Jean-Marie Leclézio. Merci Jean-Marie, et merci Virgile.
projet que nous avons j'ai un petit problème avec mon ordinateur, je vous demande pardon, de vocation de cette association que nous créons, qui est en cours de création. Les statuts ne sont pas encore déposés. On en reparlera d'ailleurs avec Ars Industrialis, puisque l'idée est de créer cette association avec Ars Industrialis, en fait. Je vais vous la lire, cette vocation, et ensuite je vous dirai un petit peu ce que nous avons déjà commencé à faire ensemble, puis je passerai la parole à Saskia. Après que j'ai fait ça. Greta Thunberg appelle les adultes à prendre leurs responsabilités. Ce faisant, elle pose le problème d'une sorte de généralisation de l'irresponsabilité qui semble s'imposer par diverses voies et dans une grande partie du monde, sinon dans le monde entier. Les causes de cet état de fait sont nombreuses et diversement interprétées. Il ne fait toutefois pas de doute que les rapports intergénérationnels, qui paraissent être eux-mêmes fondamentalement mis en cause par les plus récentes évolutions des sociétés industrielles, participent de façon essentielle à ce très grand malaise dans les civilisations. Cet état de fait pose aux parents, et plus généralement aux éducateurs, d'immenses problèmes. Cependant que les générations les plus jeunes s'en trouvent elles-mêmes très gravement lésées, d'autant plus que leur avenir est beaucoup plus mis en question que celui de leurs ascendants. Situation qui conduit parfois à un sentiment d'abandon qui peut devenir ruineux et même mortel. Nous avons écouté les divers appels de Greta Thunberg et nous voulons y répondre, comme nous voulons répondre au mouvement qu'elle a suscité. Nous avons pris en conséquence l'initiative de créer l'association des Amis de Greta Thunberg pour contribuer à l'établissement d'un dialogue entre les générations en prenant appui tout d'abord sur les travaux des autorités scientifiques. Il ne s'agit pas d'organiser des meetings publics et médiatisés, mais de créer, là où ce sera possible et attendu, des groupes de travail traitant de questions bien circonscrites, documentées à l'avance, et en vue de produire, à partir de ces travaux, des mémorandums qui seront publiés lorsque les participants à ces groupes de travail estimeront qu'ils le méritent. Face à l'affaiblissement factuel de la responsabilité, Greta Thunberg et Youth for Climate en appellent avant tout à la rationalité. Rien n'est plus précieux et nous devons les y encourager. Donc les membres fondateurs de cette association, nous avons proposé qu'il existe un collège des membres fondateurs, sont Yves Citon, professeur à l'Université Paris 8, Michel Delis, bien connu, écrivain et philosophe, Hidetaka Ishida, ici présent, professeur à l'Université de Todai à la retraite, Jean-Marie Leclésio, écrivain, professeur à l'Université de Nanjing en Chine, Susanna Lindberg, philosophe et professeur à l'Université de Helsinki, Giuseppe Longo, ici présent, mathématicien, Virginie Mouquet, étudiant en géographie, à l'Université de Bordeaux, Michel de Montaigne, Hans-Ulrich Obrist, que je dois aussi excuser, il n'a pas pu venir pour les mêmes raisons. C'est lui qui est à l'origine de la démarche de l'International Geneva 2020 Initiative. Stéphane Paoli, journaliste à la retraite, Saskia Sassen, sociologue et économiste, Richard Sennett, ici présent, Carlos Monschein, également présent, Anna Soto, que vous avez entendu ce matin, moi-même, Yann Thomas, artiste, je crois qu'il n'est pas là, il n'a pas pu venir. Et pour le moment, c'est tout. Nous avons aussi proposé à d'autres personnes dont nous n'avons pas encore eu les réponses. Voilà. Donc je m'en tiens là. Et j'ajoute juste qu'il y a environ 3 semaines ou un mois, je ne me souviens plus, je sais que Victor a écrit une chronique là-dessus, donc peut-être qu'il en dira un mot. Nous nous sommes rencontrés pour préfigurer ce que pourrait être le mode de fonctionnement de cette association. Donc nous nous sommes rencontrés à l'Institut de recherche et d'innovation, tout à côté d'ici. Nous avons passé une journée ensemble, nous avons discuté le matin, déjeuné, et ensuite poursuivi la discussion jusqu'au milieu d'après-midi.
autour de ce qui nous paraît des priorités de questions scientifiques, économiques, juridiques, pour faire en sorte que les protestations, les démonstrations, les manifestations, comme on dit, qui sont absolument nécessaires, car tout le monde le sait, l'évolution des sociétés est liée à des rapports de force. Et ces rapports de force, quand on est dans une société démocratique, passent par le conflit des opinions. Ces démonstrations, ces manifestations sont absolument nécessaires, mais pas du tout suffisantes. Il faut faire des propositions. Comme l'a dit Naomi Klein, dire non ne suffit plus. Nous tentons depuis longtemps avec Arsène Space d'expérimenter sur toutes sortes de terrains, parfois dans des démarches toutes petites, microscopiques, parfois un peu plus visibles, comme ce qu'on fait en Seine-Saint-Denis. Et ce que nous avons proposé aux Nations Unies, c'est d'avoir une démarche d'expérimentation de ce type avec un comité scientifique qui suit sur des bases très précisément identifiées. Par exemple, qu'est-ce qu'un système ouvert? Qu'est-ce qu'une ville comme système ouvert? Et comment c'est différent la question de l'ouverture de la ville à Mumbai ou à Toronto. Nous pensons qu'il faut ouvrir des débats de ce type et que selon les pays, ce ne sont pas les mêmes débats. On ne se pose pas tout à fait les mêmes questions en Inde et en Amérique du Nord, par exemple, même s'il y a toujours aussi des points communs. Donc nous pensons qu'il est extrêmement important d'engager ces collectifs territorialisés, voilà, et qui soient intergénérationnels, pour que véritablement l'articulation entre, disons, le passé patrimonial et l'avenir de la planète, en fait, à travers l'avenir de la jeunesse, soit véritablement maintenue, ouvert. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour présenter le projet de l'association. Et maintenant, peut-être, à moins qu'il y ait des questions sur ces sujets-là, sinon je passe la parole à Saskia. Should I? No? Yes, of course. Is this the moment to mention the yeah? Is this yes. Okay? Fine. Because I was not sure. All these other people are not going to talk. We will see. All right. Well, I mean, I think that it is actually magical, wonderful that a young girl has managed to attract kind of a serious attention on the part of very diverse parts of our world. And I am really, I feel very happy that you asked me to be here and to invoke her name for I gather it's a prize or something, recognition, and this is the moment, I guess, to do that. I was not well informed as to exactly what I should be doing, but I think that everybody here is going to get a chance to speak, right? So I just want to say that it is an honor, and that I need a bit of instructions from you as to when we do the step, whatever that is involved here, the formality. Je suis pas certain. Yes. Actually, I don't know exactly. Okay, fine. Because first, right. the reason is that first we must have the agreement from Greta Right. for that, Right. and we won't, of course, have his agreement because it's the law, but not only, of course, because it's the law. We want to discuss with her how she sees what is possible, and it's also not the same agenda like the discussion with the United Nations, but it is linked, of course, because as you remember, the 23rd of September, last September, Greta Thunberg was at the United Nations Assembly with Antonio Guterres, and we believe that we have to mobilize the youth everywhere in the world for sustaining also the Secretary General of the United Nations in his combat, in his struggle for changing the situation. So it's a dynamic process, right. And we don't know exactly how. It's a little bit like in Mumbai. Yes. No, but it is a great project, and there are so many different actors involved, and I think it's just great that here we constitute yet another one of these actors. So I think, are we asking no? We're just then sitting down and, okay, very good. Victor, voudriez-vous parler un petit peu parce que je sais que vous avez écrit quelque chose pour le journal Reporter,
Et donc, peut-être vous avez envie de parler un petit peu de ce que nous avions fait ensemble il y a un mois à peu près. Oui, bien sûr. Donc bonjour, je m'appelle Victor. Je participe depuis le début des mouvements à Youth for Climate et Extinction Rebellion. Et je suis aussi en stage à l'IRI. Et j'ai aussi travaillé un petit peu pour Reporter. J'ai essayé de mélanger les trois en écrivant une tribune pour eux. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un mois, nous sommes rencontrés entre Bernard, des chercheurs de l'IRI et 6 membres de Youth for Climate et Extinction Rebellion pour discuter de possibilités d'association, de travailler ensemble. Et je dirais que c'est une conversation qui a été initiée parce que les deux côtés sentaient qu'on avait besoin de l'un de l'autre, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, Extinction Rebellion et Youth for Climate, et à vrai dire, peut-être tout mouvement contestataire aujourd'hui, je pense, bute aujourd'hui face à un mur ils sont en fin de compte plutôt dans la réaction et dans la contestation, ce qui est nécessaire, mais ce qui manque aussi de propositions et de vision de quoi faire après cette contestation, et qui, ainsi, pour l'instant, n'a pas donné des résultats dont on a besoin face à l'envergure de l'enjeu climatique et social en général. Donc, moi, ma vision, c'était plutôt bien passé. Et c'était intéressant parce que les liens qui pouvaient être faits, par exemple, lorsque Bernard parle de localité qui se fait plus à l'échelle, la négantropie qui se fait plus à l'échelle locale, pareil, dans Extinction Rebellion ou Youth for Climate, ces deux mouvements qui se basent beaucoup à l'échelle locale car c'est des mouvements décentralisés. Et on sentait que là, c'était un point, par exemple, où il pouvait y avoir une association dans le fait que les propositions à l'échelle nationale, ça ne mettra jamais personne d'accord, alors que localement, on peut œuvrer à des propositions concrètes et sortir, idéalement, enfin trouver une mission, en tout cas, au problème de l'anthropocène. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Merci beaucoup, Victor. Vous avez envie de dire des choses? J'avais aussi invité Susanna, d'ailleurs. Excusez-moi, Susanna. Bon, si vous avez envie de nous rejoindre. On peut toujours dire quelque chose. Je pense que j'ai pas la prétention d'être aussi pertinente que ne l'ont été tous les chercheurs, tous les intervenants ce matin. C'était très passionnant, mais ici, ce qu'on peut faire avec Virgile, avec Victor, avec Extinction Rebellion et Youth for Climate, c'est partager notre expérience en tant que jeunes militants, en tant que très jeunes militants, en tant que nouveaux militants. Et voilà, donc, notre collaboration, on peut dire qu'elle est encore à l'état embryonnaire, mais effectivement, c'est une rencontre qui est très enthousiasmante et pleine de promesses pour Youth for Climate et Extinction Rebellion, qui ont, chacune de ces associations, travaillent d'une part main dans la main. Et on a au sein de nos associations des dimensions. On fait de la recherche, mais pas de manière institutionnelle. C'est-à-dire qu'on a une intelligence collective au sein de Youth for Climate qui est qu'on débat, on discute, on se renseigne et on acquiert du savoir. Et c'est ça qui est passionnant. Mais voilà, au sein de ces associations, on diffuse plutôt ce savoir, on manifeste, on fait de la désobéissance civile pour montrer qu'on va droit dans le mur et qu'il faut tout reprendre depuis le départ, tout ce qui a été évoqué depuis ce matin, tout le caractère anthropique de notre ordre économique et social.
Et voilà, au sein de Extinction Rebellion, je sais qu'il y a aussi un groupe de travail, Recherche systémique, qui fait de la recherche, mais encore une fois, c'est pas institutionnalisé. Et je pense que c'est en ça que la proposition de l'association des amis de Greta Thunberg est très très enthousiasmante pour tous les membres de Youth for Climate qui n'attendent que ça, parce que finalement, dans nos démarches d'intelligence, dans nos démarches de recherche avec une intelligence collective, on arrive à des résultats, mais il nous manque un cadre, et je pense qu'ici, en dialoguant avec des chercheurs, avec des philosophes, avec des géographes, avec des scientifiques, et on a vraiment une opportunité ici à saisir, de chercher tous ensemble et de diffuser le savoir. Voilà. Merci beaucoup, merci bien. C'est très encourageant. Nous aussi, les gens méritent d'être encouragés. Bonjour, je m'appelle Marie et je fais partie d'Extinction Rebellion. Et donc je vais rebondir sur ce que tu disais, et qu'effectivement aussi à Extinction Rebellion, il y a une réflexion vraiment collaborative, et que il y a beaucoup de débats, et malheureusement donc notre stratégie est non violente, et disons qu'en fait nous sommes beaucoup dans la communication pour faire émerger la vérité par rapport au climat. Et donc c'est dans notre première revendication de dire la vérité, mais c'est beaucoup moins clair quant aux actions à faire pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique ou de la globalisation. Et donc, c'est vraiment une opportunité de pouvoir créer des liens avec des personnes qui sont plus dans la recherche de solutions, et afin de ne pas être, d'être plus forts ensemble, de diversifier les stratégies, comment dire, pas vraiment d'opposition, mais qu'il y ait une complémentarité des stratégies entre ceux qui sont plutôt dans l'action pour dénoncer les problèmes qui nous arrivent dessus, et qu'il y ait en même temps des liens avec d'autres associations pour promouvoir en même temps les solutions. Donc je pense que c'est fondamental de créer ce genre de relations et de groupes de réflexion pour être moins démunis face à la critique. Merci. Merci beaucoup, Marie. Peut-être que Carlos a envie de dire quelque chose. Enfin, Virginie, sûrement, des choses. I asked a question whether these problems that we are facing are really extraordinary, or is this something like a cosmetic issue? I think that this is an extraordinary time that we are facing. Unfortunately, we don't have the leaders that should have taken the banner and tell us, or tell whoever, how to change. Greta has taken that banner. She has been recognized and by everyone. Unfortunately, COP15 said niet. Therefore, the banner should be taken by those who support Greta, and I believe that it has become necessary for young people of your age to follow her or follow yourself into a mood of change. I don't believe that. I think that it is worth asking the question again, is this an extraordinary time or just cosmetic improvements will change things? I happen to believe that we are facing extraordinary times, therefore
it would have to be extraordinary efforts on the part of the people who can follow. Unfortunately, many of the so-called senior citizens and senior executives don't have the credibility that would make them leaders, so you have to create new leaders. And Greta is, I think, an example that you should follow. Let me add something. I haven't quite understood the notion. I think this is extremely important. I also think that we cannot put Greta at the front of it all. I think we need many, all over the world now, people are mobilizing. And all of them are it. We don't, otherwise, we're going to run into a weird kind of situation, I'm afraid. This young, very, very young woman who needs to represent all of us, there's something not right there. And I think, I know from where I work in New York, etc., there are many young people. She has inspired them. She really has done her job, so to say. And now others should take over. It's just that I'm just delighted to hear you. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Je suis très très contente de ce que vous avez dit. Le jour qu'il faut vraiment, c'est pas seulement Greta, it's an image now almost, but it's real stuff that needs to get done. So I'm just delighted that young people can mobilize this way, and it's just great. Mais tu n'as pas parlé encore, n'est-ce pas? Yes, as you say, we cannot go alone as young people, and what Greta Thunberg asks is the relation between the generations, which has been turned out by climatic crisis and others, and what I believe this association wants to try is to link back those generations that have been separated over irresponsibility, more or less. And something which we can also see with the expression "okay, boomer," if you heard it, which is for me very representative of the depths of the repair that we have to initiate. Moi, du coup, je pense que ce projet d'association est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, en tout cas selon moi, une grosse lacune du militantisme, c'est qu'on a perdu l'idée de rêver, de promettre des choses. On est uniquement dans la contestation. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens dans la rue, probablement, il n'y a pas encore les chiffres officiels, mais entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue en France, contre la réforme des retraites. Donc on est contre quelque chose. Et là, c'est la seule réponse qu'on a à dire vous allez augmenter le temps de travail, c'est de dire nous on veut la baisser. Donc il y a une tendance je pense, à simplifier les problèmes et plus à rêver de voir quelles sont les autres solutions qui sortent totalement de cette linéarité. Et donc je pense qu'il y a besoin que plein de secteurs intellectuels, militants, se mettent à réfléchir ensemble à quel modèle de société entièrement nouveau on peut proposer. Parce que les modèles qui ont été réfléchis il y a plusieurs décennies ou plusieurs siècles sont peut-être encore d'actualité sur certains points, mais la société a complètement évolué, que ce soit au niveau des technologies, au niveau du nombre de personnes, au niveau démographique, on n'est plus du tout dans la même situation qu'il y a 200 ans. Et donc je pense qu'il faut remettre les choses un peu à plat et voir ce qu'on peut faire avec des solutions technologiques, juridiques, économiques, sociales. Et je pense que c'est vraiment en remettant en question un peu tout système qu'on trouvera des solutions qui règlent à la fois toutes les crises sociales et les crises environnementales. Parce que pour moi, c'est deux symptômes d'un système qui aujourd'hui creuse les inégalités en s'enrichissant sur les travailleurs les plus pauvres et sur la planète et les ressources qui s'épuisent. Merci Virgile. En fait, j'ai envie d'apporter quelques remarques par rapport à tout ce qui vient d'être dit. D'abord, je voudrais dire à Esther que nous travaillons à l'IRI. Là, quand je dis nous, là, je parle de l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation.
Nous travaillons sur des questions de technologie. Au départ, l'IRI a été créé au Centre Pompidou, c'est pour ça que nous sommes au Centre Pompidou, pour développer des technologies alternatives aux technologies de marché. Des technologies qui n'auraient pas été orientées pour faire du profit, mais pour augmenter les savoirs. Voilà. Les savoirs, par exemple, l'intelligence des visiteurs du Centre Pompidou. Et pour en faire non pas des consommateurs de 30 minutes au musée d'art moderne et ensuite 45 minutes au Louvre et ensuite 1h30 au château de Versailles, parce que ça c'est le parcours d'un touriste international. Alors, il y a des tours permetteurs qui organisent ça. Vous avez peut-être vu un film de Jean-Luc Godard qui présente comment traverser, je me souviens plus du titre du film, le musée du Louvre en 15 minutes. Mais aujourd'hui c'est organisé par des spécialistes de la visite des Chinois qui viennent au Louvre parce qu'ils sont très occupés, ils veulent tout voir en même temps, donc ils ne voient rien du tout en fait. Voilà. Nous avons ici, nous, essayé de développer une autre technologie. On n'a pas réussi d'ailleurs, je préfère vous le dire, on échoue assez souvent. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème d'échouer assez souvent, dans la mesure où le dieu grec sur lequel je m'appuie s'appelle Épiméthée, et c'est celui qui apprend de ses échecs. Donc, beaucoup d'échecs, mais de temps en temps une réussite extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire une bifurcation, si on parle dans le langage, par exemple, des systèmes dynamiques. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une discussion déjà avec Virgile, et puis ensuite avec Victor et avec d'autres, sur l'organisation ou la désorganisation de Youth for Climate et de tout ce qui consiste à faire de l'intelligence collective. Vous n'ignorez pas, normalement Michel Bowens aurait dû être là, mais il ne peut pas être là non plus, mais il sera là demain par Skype, ou en vidéo plutôt. Je parle de lui parce que Michel Bowens est un des gens, des personnes qui réfléchissent à tout ça dans la Peer-to-Peer Foundation. Vous n'ignorez pas que l'Internet et surtout le web a été le déclenchement d'un grand rêve d'une horizontalisation, c'est-à-dire de sortir de la verticalité hiérarchique qu'imposaient les médias de masse, par exemple, et l'organisation très centralisée des pouvoirs, des administrations, des entreprises. Et en même temps, ce rêve est devenu un cauchemar. Ce rêve, c'est devenu le cauchemar de Facebook, de toutes ces technologies qui se sont retournées et qui vous font croire, qui nous font croire, que nous sommes égaux dans l'horizontalité, alors que nous sommes également tous manipulés et calculés par cette plateforme, et qui donc, en produisant de la soi-disant horizontalité, en fait, on produit une hyper-verticalité invisible. Alors que la verticalité de Macron, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais elle existe, elle est visible, et on peut au moins la contester. Celle-là, c'est beaucoup plus difficile. Alors nous avons essayé de développer à l'IRI des technologies qui seraient fondées sur une intelligence collective qui s'empare des structures mêmes du système, voilà, qui peuvent le modifier. Et donc je pense que c'est un chantier par exemple qu'il faudrait ouvrir. Comment concevoir des outils de travail. Un de nos amis qui s'appelle Igor Galigo appelle le design participatif. Moi j'aime pas trop le mot participatif, même il a repris le mot chez moi, mais je n'aime pas depuis que Ségolène Royal s'en est servi. Pour parler de démocratie participative, je préfère ne plus m'en servir. Mais ce que je veux dire, c'est que nous pourrions réfléchir par exemple ensemble à ce que serait un design de ce genre de plateforme, et de même lancer un travail ensemble. Demain, on va en parler, il y aura une session là-dessus, on pourrait lancer un travail ensemble, peut-être. On pourrait même aller voir ensemble l'Union européenne pour dire, donnez-nous de l'argent pour structurer des choses intelligentes. Voilà, on va produire l'intelligence collective. Ça, c'est une première chose que je vais dire. La deuxième chose, par rapport à ce qu'a dit Marie, vous avez dit on est surtout dans la communication, et en particulier dans cet effort pour rendre sensible la population, l'opinion publique sur la vérité scientifique. Et vous avez tout à fait raison, et nous pensons qu'il faut absolument faire ça. Mais, d'abord, il faut bien noter qu'il n'y a pas d'accord scientifique. Ce matin, vous étiez là, vous avez entendu comment, par exemple, Anna a montré combien le marketing scientiste, c'est moi qui parle de marketing, le scientisme qui est aujourd'hui imposé en biologie, par exemple, ou si vous ne travaillez pas avec la biologie moléculaire sur des modèles complètement, selon nous, complètement obsolètes en rapport scientifique, eh bien vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas d'argent. Vous avez entendu comment le directeur général du CNRS aujourd'hui est en train de dire qu'il faut mettre en compétition les équipes entre elles parce que c'est la lutte pour la vie, c'est la sélection naturelle, ce qui est une absurdité totale. Il faut se battre contre, non pas contre le dissensus scientifique, parce que ce qui fait la science, c'est le dissensus, c'est la controverse. Donc c'est jamais le consensus en science qui est important. Par contre, il faut se battre pour la scientificité des raisonnements, c'est-à-dire
venir pour exiger que les raisonnements soient vraiment des raisonnements scientifiques, et non pas du marketing scientiste, et pas du tout la même chose. Là-dessus, je pense qu'on pourrait faire beaucoup de choses ensemble, et en y impliquant des Européens, des Américains, des Canadiens, des Indiens, des Japonais, des Chinois, des Africains. Il y a des gens qui réfléchissent sur cette question dans le monde entier. Nous en connaissons beaucoup. Et c'est très très important de créer aussi un réseau international d'échange sur ces choses-là, sachant qu'on n'a pas le même point de vue selon les endroits où on habite. Et c'est une question qui est très importante, y compris dans le domaine scientifique. On l'a dit tout à l'heure, ça a été dit d'abord par Giuseppe Longo, que la question du contexte est très importante. Et ça joue aussi dans la recherche scientifique, la question du contexte. C'est aussi quelque chose que Michel a évoqué tout à l'heure. Donc nous pensons que, par exemple, quand Greta Thunberg dit il faut écouter les scientifiques, elle a raison, mais ça ne veut pas dire que les scientifiques sont d'accord entre eux. Donc ce qui est très important, c'est d'accompagner le débat scientifique, la controverse. On n'est pas tous d'accord, tant mieux, c'est ça la négantropie. Donc si on était tous d'accord, ce serait le totalitarisme, c'est pas du tout ce qu'on veut. Par contre, il y a des règles de scientificité, et nous devrions travailler entre les générations à exiger le respect de ces règles. Et en plus, vous l'avez dit, Youth for Climate France a dit dans un appel qui est publié le 15 mars dernier, très bien, vous ne nous donnez plus de leçons, parce que vous ne nous enseignez plus de savoir. Donc nous donnons une leçon. C'était ça leur argument. On vous donne une leçon, on exige, nous, d'avoir un vrai savoir, et pas simplement ce qu'on nous sert aujourd'hui. Concernant la place de Greta Thunberg elle-même, je réponds un petit peu à Saskia. En fait, pour moi, Greta Thunberg, c'est une figure, de leader, de nouveau leader. Toujours les mouvements historiques, qu'ils soient historiques au sens, je ne sais pas, la Révolution française, la Révolution anglaise, la Révolution d'indépendance américaine, etc., ou que ce soit des mouvements historiques au sens des religions, ou je ne sais pas, des révolutions dans le champ artistique, etc., sont incarnés, sont portés par des personnes, sont incarnés, incarnated. Et il y a un moment où il y a un processus identificatoire. Et Henri Bergson analyse ça très précisément. Il montre aussi qu'il y a ce mouvement identificatoire, et il y a aussi un mouvement contre-identificatoire, c'est-à-dire d'hostilité, qui peut conduire à des guerres, parfois à des guerres de religion. Greta Thunberg est typiquement l'incarnation de cela, puisqu'elle a déchaîné la haine. Et nous pensons que c'est très important de la protéger d'abord de cette haine, mais aussi de transformer cette haine en objet de réflexion, donc en thérapeutique. Yes. All of them, yes. I also think that we cannot, we cannot put all burdens through her. I see many young people mobilizing. I'm not talking about the United States and England, whereas in time. And we need to distribute. And so invoking her continuously, I think we have to be more careful. I really think that she, we cannot make her into a little goddess. I mean, I really want to watch, and she's complex. And so the question for me is really, how do we mobilize in such a way that all kinds of young people, like you here, want to stand up and speak, and say, I have something to say also. I don't know how this will develop, because we have put so much on her, and then she also becomes, like in the United States, an object of ridicule, an object of attacks. She does not deserve that. So the fact that we, the elders, have failed to mobilize in the way that she has succeeded does not mean that we can put all the burden. I do think we have to handle this with care. So I think it's extremely important that we always have a lot of young people. And we know that there are all kinds of young people in the United States, in England where I live, those two countries. It's just extraordinary how the young are mobilizing. Now, there are also situations, I think, that where her success generates attacks that are, and the United States is a very problematic country in that sense. This is truly alarming. And one wonders what goes through her mind. So it is a collective project, and we must just
jump in and, and all kinds of different situations and sites. It doesn't mean that everybody has to become as known worldwide as she is. That I think the more people engage, people should, what I worry about is that many of the young students feel, well, she is the goddess and why should we bother? That cannot happen. The more young people, the better, and so we should really find ways of making visible all the other people as well. I think that could be a contribution. Yes. Justement, en fait, sur ce que vous dites, il y a, en France particulièrement, on essaie de faire tout le temps travail sur l'horizontalité. C'est de ce dont on parlait tout à l'heure, de l'organisation de nos mouvements. Et donc en France, on essaye autant que possible d'être horizontaux dans l'organisation de nos mouvements. Et donc, comme vous dites, on n'a pas de gourou, par exemple. Il n'y a pas une personne qui est désignée pour aller parler dans les médias. Chacun, s'il le veut, peut aller parler dans les médias. Au Centre d'Extinction Rebellion aussi, il y a des formations, ils sont un peu mieux organisés que nous. Il y a des formations médias pour pouvoir aller dans les médias. On a aussi à Youth for Climate, mais c'est plus c'est dans le cadre d'assises nationales, donc c'est par touche, c'est moins quotidien. Et donc voilà, chacun peut prendre la parole et aller dans les médias. En France, on fonctionne comme ça. Après, ce sur quoi vous mettiez l'accent tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand il y a de l'horizontalité, il peut y avoir de la verticalité qui apparaît, mais qui n'est pas institutionnalisée. Et donc, elle est beaucoup plus dure à cerner, à comprendre. Et c'est à ça qu'on se heurte parfois dans Youth for Climate. Non, pas tout le temps, mais parfois. Mais voilà, on essaye aussi de travailler sur cette horizontalité-là. Et effectivement, ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est une expérimentation et je pense que c'est très important et plus intéressant que d'être simplement vertical. Il y a d'autres mouvements, en Allemagne par exemple, ils fonctionnent de manière verticale et ils sont plus efficaces que nous. Ils sont très efficaces, c'est vrai. Ils sont très efficaces. Mais après, ils n'ont pas cette expérience-là de l'horizontalité qui est en soi intéressante. Donc j'ajouterais qu'effectivement, à ICER, on fonctionne aussi de façon horizontale, mais il faut savoir que horizontalité n'est pas synonyme de non-structure. En fait, il y a vraiment une idée de structurer les choses pour éviter l'effet de l'horizontalité, car quand on pense quand on pense que tout le monde est au même niveau et qu'il n'y a pas de structure, en fait, il se crée en fait des structures informelles et des rapports de, pas vraiment de domination, mais plutôt, en quelque sorte, une forme de hiérarchie informelle. Et donc, on travaille beaucoup sur organiser les choses de façon à ce que ce soit structuré et efficace, sans pour autant qu'il y ait de véritables hiérarchies. Donc par exemple, en ayant des référents pour un groupe ou quelque chose en particulier, et en faisant tourner les référents ou ceux qui gèrent la coordination d'une action, par exemple, faire en sorte que les personnes qui le font ensuite passent la main à d'autres personnes et les forment, pour ainsi éviter les structures trop hiérarchiques, mais en étant tout de même efficace. Et bien sûr, nous sommes un mouvement en construction, donc on réfléchit beaucoup à ces aspects pour s'améliorer et donc inventer de nouvelles façons de se structurer et d'agir ensemble. Carlos. One of the contributions that people with white hair can do is to talk about history and be realistic. It is not an accident that this meeting is happening here, in my view. 43, I believe, % of the American population are in accordance with somebody who
most of us don't have a high regard for. So it's not an accident. So I believe that there are certain things that will help gain time and not waste the time, let's say, trying to convince people who have vested interest not to be convinced. Exactly. That's why I believe that if there is a solution, probably it will be found in this neighborhood. And it will not be in China, it will not be in Russia, it will not be in Afghanistan, it will not be probably even in Argentina, probably will be in Europe. So let's strengthen something and let Europe be the leader. And as I said, I don't believe that it has been an accident that Greta happens to be from this neighborhood. So, as I said, I believe that we should not waste our times in asking people to do what they are not interested in doing. Merci beaucoup. Je voudrais juste revenir. Pour nous, je voudrais clarifier la question du statut du signe Greta Thunberg, puisque nous avons pris cette décision avec Jean-Marie Lucchesio. Virginie m'avait dit lui-même, attention, il n'y a pas que Greta Thunberg, il a bien raison. Mais pourquoi est-ce que nous avons fait ce choix? Pour nous, Greta Thunberg, ce n'est pas simplement une personne, c'est un événement. C'est ce que Gilles Deleuze appelait un événement. Et un événement, c'est un point de bifurcation dans un processus. Ce processus qu'elle incarne est devenu un processus d'individuation collective. Si on utilise la terminologie de Gilbert Simondon, le philosophe Gilbert Simondon, qu'elle a réussi à individuer un mouvement. C'est toujours comme ça que se font les mouvements historiques, et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut accompagner. Après, bien entendu, toujours ceux qui incarnent ce type de dynamique sont exposés à ce que nous appelons la pharmacologie. Ils peuvent devenir des personnages très problématiques, qui peuvent conduire, comme par exemple dans certains pays au culte de la personnalité, à ce genre de choses. Mais pour nous, Greta Thunberg, c'est pas du tout une déesse ou quoi que ce soit de ce genre, c'est une divinité. Par contre, c'est une figure, on l'a évoqué ce matin, Suzanne y est revenue cet après-midi, une figure tragique. Elle a quelque chose d'Antigone. Et parce que c'est pas elle qui a ça, c'est la situation. Antigone, qu'est-ce que fait Antigone? Elle s'adresse à son oncle en disant « Tu n'es pas responsable, tu n'es pas adulte. Tu ne comprends pas que tout n'est pas formalisable par la loi écrite. » Elle lui dit « Il y a de l'anti-entropie d'une certaine manière. » Et elle se bat jusqu'à la fin. Elle est une figure identificatoire parce qu'elle est héroïque. En effet, ce n'est pas une déesse, mais c'est une héroïne. Elle se fait enterrer vivante pour ne pas se dédire, pour protéger le droit de son frère à être inhumé. Et ça, pour nous, c'est très, très important. Et il y a dans Greta Thunberg quelque chose de cet ordre-là. Dire ça, c'est pas du tout la starifier. C'est simplement aussi expliquer pourquoi elle provoque cette haine. Parce que Aristote, dans sa poétique, a très bien expliqué comment les héros tragiques provoquent à la fois la pitié et la phobie. Eleos et phobos, en grec. Et donc, nous pensons que ça, c'est important, de le poser comme un point de départ. Après, il ne s'agit pas de s'enfermer dans ce point de départ. Can I say something? Yes, of course. Yeah, there is a possibility of an emergent tragic figure. She's fragile. She's strong and fragile, as we all are. But she is also on the Asperger's syndrome, we know all of that, right? Alors, it is delicate. And one question that I have, I'm not sure, is that what we want is many, many, many different, and we can give them names, many, many different organizations, and not reify her too much. It's a burden, So my question then to you all is, how do we frame, because this has been an effort that you have developed, and how do we frame it? Not to put the burden. I sense that we have entered a slightly new phase with her, and how do we handle it?
You know, frankly, I don't have a clear answer. Vous comprenez ce que je dis ou non? Oui, oui. Il y a quelque chose de délicat. Bien entendu, tout ce que nous faisons en ce moment est extrêmement délicat. Parce que la situation est plus que délicate. C'est ce que je disais tout à l'heure, elle est plus que tragique. Si nous suivons les courbes de probabilité, alors je ne dis pas qu'il faut faire la collapsologie, forcément, même si nous avons invité ici notre ami collapsologue, dont je ne retrouve plus le nom, voilà, Servigne, il ne pouvait pas venir, mais nous pensons qu'on peut discuter avec les collapsologues. Voilà. Bon, maintenant, si on prend, je dirais, un peu mécaniquement, linéairement les courbes, nous sommes condamnés à disparaître à très courte échéance. C'est d'ailleurs contre ça que Greta Thunberg se mobilise. Donc tout est délicat, nous sommes dans une situation bien plus que délicate, extraordinairement dangereuse, sans aucune comparaison possible. La Révolution française a été une énorme transformation pour la France, avec des milliers de morts, des gens guillotinés, tout ce qu'on veut, des chouans qui ont été assassinés. Et c'est rien par rapport à ce qui se prépare. C'est rien du tout. Donc nous devons être à la hauteur de cette difficulté, de cette fragilité. C'est pas Greta Thunberg qui est fragile, c'est nous qui sommes fragiles. Et elle incarne cette fragilité. C'est ça que Jean-Marie Clézio a appelé la gravité de la Terre. Il a dit que Greta Thunberg est la gravité de la Terre, parce qu'elle a une gravité extraordinaire. Voilà. Maintenant, quand on regarde cela, il ne s'agit pas, par exemple, de dire que nous suivons tout le discours de Greta Thunberg. Personnellement, je pense que beaucoup de choses qu'elle dit, je ne suis pas du tout d'accord avec. Mais ce n'est pas la question. C'est comme avec tous mes amis scientifiques ou philosophes, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que nous avons des choses à nous dire. Mais ce qui est important, et ça c'est la nouvelle phase, pour moi il y a deux questions dans la question de Saskia. Premièrement, arriver à poser, d'une part, un mode de travail nouveau. Oui, ça c'est bien. Créer un nouveau mode de travail qui est sur le débat, et pas un débat public. D'abord un débat sans journalistes. Pas pour les médias, pas pour faire de la communication, mais pour travailler ensemble, pour réfléchir ensemble. Et quand on a décidé que ça vaut le coup, pour éviter aussi les manipulations, les choses qui se font, c'est pas forcément délibéré, les gens ne font pas ça forcément avec une stratégie, mais voilà, qui ne respectent pas un certain mode de fonctionnement. Pour éviter cela, il faut se donner du temps. Nous sommes dans l'extrême urgence et néanmoins il faut prendre le temps de faire face aux difficultés extrêmes. Il faut réfléchir. C'est pour ça que je dis souvent, il faut étudier ce qu'on appelle en France les urgentistes, qui sont les médecins spécialisés dans le traitement de l'urgence. Ça c'est très très important. Comment prendre soin dans l'urgence? Nous sommes dans cette question aujourd'hui. Pour ça, nous pensons qu'il faut hiérarchiser des questions qui ne se poseront pas de la même manière en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Inde, au Japon, en Chine, évidemment. Et il faut que nous trouvions une méthode avec de la correction de trajectoire en permanence, parce que cette méthode, nous l'inventons en la proposant, en la pratiquant. Donc une méthode qui va nous permettre, en particulier, pour moi ça c'est un des points du départ qu'il faut poser au premier plan, d'assumer la question de la transition. De la transition. De la transition. Pourquoi est-ce que je dis ça? D'abord parce que ce colloque s'appelle International Nations Transition. Donc, nous sommes dans une transition entre les nations, l'international et l'internation. Cette transition, la transition, c'est un moment critique dans un changement de système dynamique. Les systèmes ouverts, dont Richard parlait tout à l'heure, sont des systèmes qui sont capables d'entrer en phase critique. Et soit ils disparaissent dans la phase critique, soit ils négocient une transition qui est une bifurcation. Maintenant, nous avons apporté ça à l'échelle de la planète entière, avec 8 milliards d'habitants. Et il faut que tous les habitants soient concernés par cette transition. Sur ce plan-là, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec Greta Thunberg. Je crois, moi, personnellement, que Greta Thunberg a pris le parti de dire ça. Je m'en fous. Je pose mon exigence et après on verra bien ce que ça donne. Et elle a peut-être raison de faire ça. Mais moi, en tant que philosophe et épistémologue, je dis non, on ne peut pas faire comme ça. Donc, et ce que je propose, c'est qu'on commence à discuter de ça. C'est ce que j'appelle une méta-question. C'est une question de méthode générale. Comment on travaille dans une transition? Après, il y a des questions. Bon, nous soutenons, par exemple, dans ce groupe International 2020, dont Saskia fait partie, que l'entropie et la négantropie sont le cœur du problème. Que l'anthropocène, c'est d'abord l'anthropocène avec un E et sans H, c'est-à-dire l'augmentation de l'entropie, et qu'à partir de là, il faut absolument privilégier le rapport à la biologie et revenir sur la théorie de l'information pour
dépasser. Il y a un travail à faire. There's work to be done. Énorme Right? travail. Somebody said that, right? This is what is interesting. Moi, je crois que ça c'est très important ce que tu as dit. Il y a vraiment, c'est pas une question de choisir, de dire on fait ça, ça. Non, non, non. Il faut vraiment travailler pour comprendre quelles sont les instrumentalités. Je dis pas instruments, mais possibilities. Pour avancer dans ça. Parce que c'est un monde assez complexe quand même aussi. Hein. C'est pas facile. Vraiment. Mais on voit beaucoup de petits éléments qui sont positifs. Hein. What the materials that we use, I won't talk about this, but anyway. Il y a maintenant une sensibilité, disons, au matériel qu'on utilise. Parmi beaucoup de gens, pas tous les gens. Alors, c'est à beaucoup de niveaux, there are many vectors in play, many vectors. And she represents a voice that has woken up people her age also, and that, yeah, it's good, but it's one. She occupied the vacuum that has to be occupied, and this is the lesson that she gave us. Aha, I hadn't thought about that. Yes. Et oui, aussi, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir une transition. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le débat politique et qui est sujet à bien des moqueries, parce qu'une transition entre 2048 et 2050, est-ce que c'est une transition ou est-ce que c'est un effondrement comme l'annonce les collapsologues? Et donc voilà, c'est ça l'enjeu. J'aime bien cette métaphore d'une vague qui nous arrive dessus. Et alors, soit on ne fait rien et on est sidéré devant la vague et on se la prend dans la figure, soit on ose plonger dessous. I want to say something, this makes me think. I really think we entered a new phase of just how our systems function, our economies. I'm talking mostly about the West, I'm not talking necessarily about China and other countries. And I think that happened in the 1980s. We are way behind. In the 1980s, the wake-up calls, you weren't even born probably, right? The wake-up calls started, and very little happened. And that to me is also striking, that there was a foundational change, and in complex systems, a foundational transformation does not reveal itself by changing everything. Just particular filières in play, etc. And the West was unable, there were always activists who were, qu'il était capable, mais we haven't done enough. But really for me it goes back decades. And we have sort of been, navigating in some strange zone of neither here nor there. All right. I think I need a drink at this time. Maybe we all need Before the drink, that is very good for decreasing anxiety. We will open the discussion, and I will just repeat what you said. We need the possibility to have a transition. It's not a crisis. And it could be possible that we don't have any transition. So I think it is, of course, very important. So thank you for having said that. We will try also to organize a discussion with the collapsologists, because we believe it is extremely important to precise that. On va ouvrir la discussion. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste, on a parlé de cette question de méthode, et je voulais juste surtout aux jeunes, vous faire parler de quelque chose qui, moi, je suis jeune, qui moi aussi m'a beaucoup aidé. Si on parle de cette question de ce que nomme Greta Thunberg, pour moi ça parle de ce que nomme un sociologue allemand qui est le paradoxe écologique, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui n'a jamais été aussi consciente du degré auquel elle est possible, le climaticide, et qui pourtant n'a jamais été plus impuissante de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est comme une espèce de dissociation, une schizophrénie qui est très perturbante, et on se raconte plein de mensonges pour faire comme si on n'était pas dans une schizophrénie, et Greta coupe à travers ce mensonge et nous permet de faire ça, etc. Et c'est pas la première fois. Et il y a vraiment quelque chose de... Il faut
prendre acte du fait que si on tient que sur la raison, je veux dire, ça fait 40 ans que les scientifiques nous parlent de ce qui se passe, et que ce que la raison peut nous donner, la raison nous l'a donné depuis 40 ans, et c'est là. Et pour moi, il y a un peu une question qui a été conjuguée rapidement, c'est la question des affects, ou la question du corps, qui est quelque part la même question. Et qui est quelque part, en fait, la raison pour laquelle il y a un blocage, c'est que si on se permettait vraiment de prendre acte de la réalité de ce qui se passe, ça serait écrasant. Je veux dire, la rage, le désespoir, la peine, etc. C'est trop pour un individu de supporter. Il y a une très belle citation de Naomi Klein dans son livre sur le capitalisme qui dit Perhaps the reason why we do nothing about climate change is not because we do not care, but because we are overwhelmed by how much we do care and lack the collective structures in which we can attest to the full horror of ecocide. Donc en français, c'est peut-être que la raison pour laquelle on ne fait rien, c'est pas parce qu'on n'est pas affecté par ce qui se passe, mais parce qu'on est écrasé par le degré auquel ça nous affecte et qu'on n'a pas les structures collectives dans lesquelles on peut parler, traverser ces émotions. Et voilà, ce que je voulais juste vous offrir pour les jeunes, il y a une méthodologie en fait qui existe, qui a été développée par une américaine qui s'appelle Joanna Macy, qui s'appelle le travail qui relie, The Work That We Connect en anglais, qui a développé toute une méthodologie de créer des structures collectives dans lesquelles ces émotions, ces affects peuvent être explorés et traversés collectivement pour ensuite repartir dans l'action derrière. Et je trouve que c'est une très bonne richesse, c'est quelque chose. And I just want to add something, and that is that one thing that une chose qu'on n'a pas parlé ici, c'est qu'on est vraiment, we are overwhelmed by systems that are a disaster. Et c'est pas facile de remplacer tous ces systèmes négatifs, disons qui sont un peu négatifs, par des systèmes positifs, n'est-ce pas? On peut faire plus de ce qu'on a fait. Mais je crois que ça va vraiment prendre du temps pour nous, pour changer notre système opérationnel. C'est ça que je dis, n'est-ce pas? Comment on utilise nature? C'est une problématique énorme. Aux États-Unis, c'est un désastre. En Chine, c'est un désastre. Alors, il y a vraiment des défis qui vont prendre du temps. Hein. Ça ne va changer comme ça. Et là, je voudrais intervenir un petit peu sur ce que vient de dire Saskia, ce que vous venez de dire. Moi, je suis assez réservé sur Joanna Macy. Je dois vous le dire, parce que je pense que son background théorique est assez problématique. Mais bon, Joanna Macy, qu'il vient de citer. Après, la question que vous posez est tout à fait importante. Le paradoxe, disons, que plus nous prenons conscience d'une certaine manière, entre guillemets, conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Plus nous admettons dans le débat public le thème du changement climatique, et plus il semble que nous nous sentons impuissants à résoudre. Voilà. Ça, je pense qu'il faut analyser ça de très très près. Je pense que d'abord, ça procède d'un mécanisme psychologique, tout simplement, qui s'appelle le déni. Et le déni de réalité, qui est une forme qui conduit parfois à la psychose. Voilà. Et que, en plus, nous sommes clivés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes en plein dans la démarche qui consiste à affirmer la dangerosité de la situation, etc. Et 5 minutes plus tard, nous sommes exactement à l'opposé, nous faisons exactement ce que nous dénonçons. Et c'est pas parce que nous sommes duplices, c'est parce que l'homme est fait comme ça en permanence. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que ça fait longtemps que j'argumente dans ce sens. Le déni existe, d'autant plus qu'on n'ouvre pas des perspectives réalisables. Tout à l'heure, Virgile parlait de rêve, il faut rêver. C'est toujours comme ça. Hier, j'ai pris l'avion à l'aéroport de Rome, qui s'appelle Leonardo da Vinci. Et qu'est-ce qu'il y avait? L'avion de Leonardo da Vinci, qu'il a rêvé à la Renaissance, en grandeur nature, qui reproduit au-dessus de l'embarquement. Et c'est extraordinaire, puisque 5 siècles plus tard, ici en France, on a réalisé cet avion. Il faut rêver des rêves réalisables. C'est ça la difficulté, et c'est ça la noésis, c'est ça la pensée. Et c'est ça la raison. La raison, c'est un affect. Maintenant, les affects aujourd'hui sont très profondément désaffectés, et il ne faut pas l'ignorer. Et ça, c'est toute une stratégie. Il y a des départements entiers de psychologie, behavioral psychology, qui sont faits pour ça, à travers ce qu'on appelle la captologie. C'est dommage que Yves Citon ne soit pas là, parce qu'il a travaillé sur ces questions. Donc il ne faut pas être naïf par rapport à ces questions.
Après, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour dire qu'il faut partir des affects, mais il y a affect et affect. La raison, telle qu'on nous l'a présentée, vous avez dit, ça fait 30 ans qu'on nous présente que la raison, mais c'est justement pas la raison. Enfin, en tout cas, moi, la position que je tiens, peut-être que Carlos ne sera pas d'accord, ou Anna ne sera pas d'accord, ou mes amis ne sont peut-être pas d'accord. Mais moi, ce que je soutiens, c'est que la science, depuis plus d'un siècle, est dans le déni par rapport au problème que l'entropie pose à l'unification paradigmatique des savoirs. Du coup, ce n'est plus la raison. C'est ce que Adorno appelait la rationalisation. Et ça s'appelle le capitalisme, tel qu'il détruit tout ce qui est négantropique et remplace tout par la calculabilité généralisée qui nous conduit à cette catastrophe. Donc, je suis d'accord avec ce que vous disiez, mais en même temps, je pense qu'il faut développer des vraies perspectives théoriques et rationnelles. C'est là que je ne me satisfais pas de Johanna Messi, parce que même si elle parle du travail, alors Richard Sonnett a énormément écrit sur cette question, nous sommes d'accord sur les vertus du travail, etc. Mais je pense qu'il y a un arrière-plan qui est quand même un peu faible sur le plan théorique. I think I missed a few things of what you said. Sorry. No. Colette. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis membre du collectif Genève 2020. Il y a un certain nombre de collectifs dans la perspective d'une association. Gilles Deleuze parlait d'agencement collectif pour de nouvelles possibilités de vie, c'est peut-être aussi parmi les méthodes. Je salue cette initiative d'association de soutien à Greta Thunberg qui, comme l'a souligné Bernard, a enfin des amis. On avait déjà mais beaucoup d'ennemis et très violents, et effectivement je pense qu'à la pulsion face à cette délégation. Alors j'avais une question pour Bernard, mais il a en partie répondu. Je voulais lui demander s'il pensait que l'apparition de Greta Thunberg est un événement, et si c'est un événement, s'il doit porter un peu d'espoir. Et ensuite, moi j'aurais aimé entendre un peu plus sur les objectifs. Vous avez parlé d'efficacité, justement ce matin, Bernard me disait qu'il faut être efficace. L'efficacité dans quelle perspective, justement, dans quel objectif? Et qu'est-ce que vous attendriez justement de ces coopérations et agencements collectifs, de collectifs? Alors, avant de laisser l'autre personne, Richard m'a dit que vous devez partir. Oui. Pascal, je suis désolé. Donc, voilà, je ne veux pas vous retenir. Merci Me and beaucoup. my water, we leave. Oh, two, okay. We'll do the second one. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, merci pour cette discussion. C'est très agréable de pouvoir faire ça dans ce cadre-là. Alors, moi, je voulais apporter plusieurs éléments. D'abord, vous avez parlé de la méthode scientifique. Et je pense que s'il y a bien quelque chose qui est en place sur lequel on doit s'appuyer, c'est le GIEC. Le GIEC, dont la mission n'est pas de produire littérature scientifique, mais de compiler dans la littérature scientifique tout ce qui est relatif au changement climatique. Et donc, par rapport à ce dont vous avez parlé sur le dissensus dans la science et tout ça, je suis tout à fait d'accord, mais pour moi, le GIEC est l'organisation qui a le mandat dont vous parliez et sur lequel il faut vraiment s'appuyer. Ensuite, une deuxième chose, c'est au niveau européen, on a plusieurs initiatives qui proposent des solutions concrètes, à savoir, par exemple, il y a eu le pacte finance-climat qui a été porté par Pierre Larouturru et Jean Jouzel, donc Jean Jouzel qui a été président du GIEC 3 si je ne me trompe pas, et qui est une initiative sur laquelle je pense que vous pouvez vous appuyer. Il y a aussi en France, assez récemment, a été créé le Haut Conseil pour le climat, qui est une institution qui est indépendante du gouvernement et qui a publié au mois d'octobre un rapport en 10 propositions concrètes pour décarboner la France. Donc je pense que pour les solutions, et vu que vous avez parlé de ça, qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément d'objectifs clairs, définis, je pense que ce sont des pistes sur lesquelles ça peut être important de s'appuyer pour trouver des points communs et des points de convergence.
Et il y a aussi une association qui n'est pas très connue, qui s'appelle The Shift Project, qui est une association française, qui a le mérite aussi de travailler beaucoup avec les acteurs des filières énergétiques, du transport, des acteurs industriels, donc, qui nous est cher ici aux entretiens du Nouveau Monde industriel. Et donc je pense que ces acteurs-là existent et que ça peut être vraiment des points forts d'ancrage parce qu'eux proposent des solutions, des scénarios. Et donc voilà, j'étais un peu étonné quand même de m'entendre dire que finalement il faut faire un travail, oui, il faut travailler scientifiquement, mais le travail du GIEC est déjà une base très très importante sur laquelle on peut s'appuyer fortement. Oui, rapidement sur le GIEC. Le GIEC, il fait une étude sur le climat. En dehors du GIEC, il y a d'autres choses, l'IPBES, il me semble, sur la biodiversité. Mais si on prend les problèmes dont on parle, ça sort juste des enjeux écologiques. En tout cas, je le pense. Et je pense que ça serait vraiment problématique qu'on trouve des solutions qui règlent les enjeux de l'effondrement de la biodiversité ou du réchauffement climatique, sans régler les problèmes sociaux à côté, parce qu'on a l'occasion, je pense, de régler les deux à la fois. Et aujourd'hui, si on travaille uniquement sur ce que fait le GIEC, ce que fait l'IPBES, on passe à côté de tout un tas de problèmes qui existent depuis des décennies, bien avant le réchauffement climatique. Et donc ça serait dommage de s'arrêter ce travail, mais en termes de méthode, la méthode du GIEC, par contre, est intéressante, et voir comment on peut élargir cette méthode à tout un tas d'autres sujets. Je pense que c'est une piste de réflexion. J'ajouterais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais le GIEC n'a pas du tout mission à faire. Le GIEC analyse l'état de la situation. Le GIEC ne fait pas de préconisation, tout comme par exemple l'appel du 13 novembre 2017, qui avait été signé par 15 385 chercheurs du 181 pays. Le 11e point consistait à dire qu'il faut modifier les règles de l'économie, mais point. Ils n'ont pas dit comment, ils n'ont pas dit. Parce que nous, alors là, quand je dis nous, maintenant, je parle au nom du collectif International Geneva 2020, nous disons qu'il faut attaquer le problème de l'entropie. L'entropie est un sujet de dissensus dans le champ scientifique. Eh bien, il faut discuter de ce dissensus. C'est très bien qu'il y ait du dissensus en science, ce n'est pas un problème. À condition qu'on organise la discussion. Et qu'on l'organise rationnellement et honnêtement. C'est-à-dire qu'elle soit véritablement tracée correctement et pas du tout traitée, je dirais, dans des cabinets ministériels. Ça, c'est la catastrophe. Après, Finance Climat avec la Roux et Jean Jouzel, bien entendu. D'ailleurs, on s'est rencontré avec Jean Jouzel et je connais bien Pierre Larouturou, donc on est tout à fait d'accord, il faut discuter avec eux. Le Haut Conseil pour le climat, tout à fait d'accord aussi. Mais vous vous souvenez de ce que disait, je pense que vous avez entendu, si vous étiez là ce matin, Alain Suppiot, qui parlait des 17 objectifs de développement durable et de 270 mesures qui ont été préconisées, et qui disait, mais regardez ce que c'est en réalité. C'est du management, c'est géré comme dans une entreprise avec des objectifs. Donc ça ne tient pas la route. Pourquoi ? Parce que ça ne remet pas en question l'organisation macroéconomique. Nous disons qu'il faut changer les règles de la macroéconomie. Nous disons aussi qu'on ne peut pas les changer du jour au lendemain, ça n'a jamais fonctionné. Donc par contre, il faut les expérimenter progressivement et les faire se généraliser petit à petit par ce que j'appelle, moi, à m'appuyant sur Gilbert Simondon, des processus de transindividuation. Voilà. Et que, alors ça c'est ce qui est parti, mais ça c'est la question de la transition qu'elle posait. Et comment est-ce qu'on peut trouver une méthode transitionnelle qui est aussi une méthode au sens de l'objet transitionnel et de l'espace transitionnel du rêve de Donald Winnicott. C'est-à-dire qu'il faut intégrer aussi dans ces questions les dimensions de la psychiatrie, de la psychothérapie, etc., etc. Le Shift Project, on a le projet avec Théo Santis en particulier, qui veille beaucoup sur ce que fait le Shift Project, de rentrer en discussion avec lui, bien sûr. Tout ça sont des gens qui ont beaucoup de savoir et qui ont beaucoup de propositions à faire. Ce que nous voudrions faire, nous, en tant qu'association des amis de Natacha Thunberg, c'est justement organiser ça. C'est ça le but de cette association. Mais quand je dis nous, c'est avec vous. C'est-à-dire, l'association, voilà, il faut qu'on le fasse ensemble. Je voulais ajouter un mot, c'est que
au sein d'Extinction Rebellion, nous avons des liens avec certaines personnes qui participent actuellement à la Convention citoyenne pour le climat. Et donc même si c'est quand même, ça a été institué par l'État, un certain nombre d'entre nous trouvent que c'est une très bonne, ça pourrait être une preuve de concept que l'intelligence collective peut apporter des réponses pour la transition écologique. Et donc, juste pour dire que c'est une autre initiative avec qui on peut avoir des contacts, comme de même qu'avec le Shift Project, et essayer de tenir au courant de ce qu'ils font et pouvoir même peut-être leur proposer, parce qu'ils ont une plateforme où on peut proposer des choses qui seront ensuite discutées pendant les prochains rassemblements. Et donc, c'est possible de faire le lien entre l'association et cette convention pour le climat. Voilà. Tout à fait d'accord. Et je veux bien ajouter un mot aussi. Pierre Larouturou, on connaît très bien. Virgile, surtout, le connaît très bien. Il nous a invités, il a invité des membres européens de Youth for Climate au Parlement européen à Bruxelles en octobre dernier, il me semble. Et voilà, donc on est au fait du pacte finance-climat. Après, comme vous le soulignez, ça ne sort pas du cadre systémique qui est problématique en fait. Le pacte finance-climat, c'est très bien, peut-être que ça peut représenter une transition, mais ça reste, on reste dans l'entropie. Et peut-être là, je pourrais répondre à votre question aussi. Nous, ce qu'on attend, ce qu'on pourrait attendre de cette collaboration, c'est d'ordonner exactement ce que vous avez dit, d'ordonner nos pensées pour ensuite pouvoir concurrencer des doctrines telles que le théolibéralisme ou l'ultralibéralisme, peu importe. Mais voilà, l'enjeu c'est vraiment d'ordonner nos pensées pour pouvoir sortir de ce cadre et sortir de ce système et trouver d'autres voies. Et parce que souvent nous on se fait taxer de communistes dans nos actions. Et c'est vraiment récurrent, on bloque des centres commerciaux et les gens sont très mécontents qu'on bloque leur accès à la consommation et ils nous traitent de communistes parce que dans les esprits, il y a le capitalisme et le communisme. Et non, en fait, c'est pas vrai, il y a une infinité de possibilités et il faut trouver une troisième voie. Est-ce qu'il y a une autre... merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Il nous reste 5 minutes, 4 minutes. Oui. Alors, je ne sais pas qui a le micro. Ah oui, il y a 3 questions. Alors, il faut aller très vite. Parce qu'il y a 3 interventions, on a 4 minutes. Allez-y. Très court. Pour un petit commentaire, parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé du sujet de l'horizontalisation, de problématique de la verticalité en termes, j'imagine, de commandement. Donc, c'est simplement pour faire une remarque. On a vu les échecs successifs de Nuit debout, des gilets jaunes, c'est un demi-échec, mais je pense que la problématique fondamentale dans ce mouvement, c'est le problème de la verticalité qui était rejetée dans le. C'est-à-dire qu'au lieu de. Je ne dis pas que le mouvement 3 étoiles en Italie est une référence absolue, mais 5 étoiles, pardon, est une référence absolue. Cependant, ils ont mis en place un système informatisé, ils se sont structurés, ils ont eu un certain succès. Oui. Donc je pense que c'est un sujet de fond qu'on abordera probablement avec Michel Bonnet, parce que lui, il propose d'horizontaliser, mais en même temps, il est pour la conservation d'un leadership. Oui, mais nous travaillons avec Michel Bonnet. Franck. Oui, sur le mot désastre, en fait, il y a un dire Blanchot écrit l'écriture du désastre, et en fait, aujourd'hui, le désastre, il a une autre mesure, puisqu'il
passe le cap d'un livre. La question, en fait, c'est probablement aussi pourquoi pas utiliser les armes de la raison. C'est-à-dire, en fait, l'idée du tribunal de la raison, c'est-à-dire en lien avec un mouvement qui, comment dire, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, a été le tribunal de Russell. Et donc de constituer une conscience internationale des problèmes, et avec l'idée du jugement, et du jugement au sens de la raison, et pas de la rationalité dans lequel tu dois être. Il y a un deuxième point sur lequel, donc à mon avis, là, il y a quand même des formes historiques dont il s'agirait peut-être de faire la généalogie pour essayer de voir là où ça a marché, où ça n'a pas marché. Deuxième point sur l'idée du communisme, il faudra évidemment passer par une discussion sur le statut des communs. Qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? Qu'est-ce que c'est qu'une collectivité, etc. Et on en verra probablement d'autres. Et troisième point, petit point simplement, c'est évidemment la fin du communisme qui a précipité l'idéologie néolibérale et en fait la trahison, pour ne pas dire autre chose, de la social-démocratie qui a été incapable de penser évidemment l'entropie. Les communs, on en parlera demain avec Michel Doretz, précisément, puisque c'est là-dessus qu'on travaille avec lui notamment. Et la question des échelles, c'est-à-dire que votre référence à 5 étoiles qui a quand même conduit à Salvini, avec l'accord avec Salvini, il ne faut quand même pas être trop naïf là-dessus. Ça ne marche pas si bien que ça quand même, tout ça. Et c'est assez manipulatoire. Dans tous les cas, la vraie question, à mon avis, qui se pose là, de façon très générique, en économie aussi bien qu'en organisation d'intelligence collective, c'est la scalabilité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes dès qu'on change d'échelle, et il y a toujours des pertes quand on fait des changements d'échelle, inévitablement. Si par exemple vous regardez une carte au 10 millième, c'est pas du tout la même chose que si vous regardez une carte au millième, vous perdez des choses. Donc. Et il y a à négocier une acceptation des pertes. Voilà. Mais cette acceptation des pertes, le problème, c'est quand on vous l'impose à l'échelle globale et quand vous n'êtes pas en mesure, au niveau nano, micro et méso, d'intervenir dessus. Ça, c'est quelque chose dont on parlera demain à propos de l'économie contributive. C'est la base de l'économie contributive, de justement gérer cette scalabilité. Il y avait une question, puis on va s'arrêter avec celle-ci. Oui, il y a eu plein de choses intéressantes, d'initiatives de relevé, tout ça qui nous semble hyper positive. Mais en fait, si on continue de discuter entre nous, et ça m'amène aussi à aborder le thème politique en fait, et notamment les élections, on parle de localité, de commun à l'instant, de choses assez sensées. Comment on transforme en fait tout ça, et surtout par rapport aux élections municipales, qui sont peut-être celles qui ont le plus d'impact localement à l'heure actuelle. Il va y avoir encore énormément d'abstention, donc voilà, c'est pas le sujet. Comment est-ce que en fait cela a vraiment du poids en fait, et comment la démarche qu'on peut réfléchir, développer localement, etc., finit par avoir un impact sur tous les gens concernés, tous les gens de la société, et que le contre-exemple, c'est l'occupation du centre commercial d'Italie. Donc voilà, avec une mutualisation de toutes les luttes, et après, en fait, Châtelet est un mutuellement, et en fait, une désolidarisation, etc. Et en fait, voilà. Donc concrètement, comment on en fait quelque chose de global de tout ce qu'on est en train de faire émerger. En prenant son temps. C'est encore, on retourne au paradoxe de tout à l'heure, c'est pas tout à fait le même paradoxe. Là, au moment où on devient le plus conscient, c'est là où on va foutre le plus. Ça, c'était le paradoxe que j'ai évoqué tout à l'heure, peut-être je ne formule pas très bien. Il y a un autre paradoxe, c'est là où c'est le plus urgent, c'est là où il faut le moins se précipiter. Voilà. Les élections, les échéances électorales, les élections, c'est très 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 important. Et par exemple, dans Genève 2020, on ne se détermine pas par rapport à la façon dont les médias vont nous couvrir, on ne se détermine pas par rapport à l'appareil politique des élections françaises, par exemple, etc. On suit une logique d'expérimentation et de construction de savoir. Voilà. Donc ça demande du temps. Ça ne veut pas dire du tout que la question que vous posez n'est pas une question, c'est une question extrêmement importante, mais je dirais que pour moi, elle est sur un point un petit peu différent, et elle dépend des pays en plus. Voilà. Je crois que Carlos... I just wanted to make a comment. Anna and I, as you may have heard this morning, have been working on estrogen endocrine disruptors for over 30 years. The only people who listen are here in Europe.
We have tried the American system, it doesn't work. So I think that it would be a disservice to yourself to waste time at this point. Eventually they will follow, because I think that there is no other solution. But I think that you have to concentrate in this part of the world and forget about the others. If the others want to join Europe, great. They are always welcome. But Europe is the place. Hopefully. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, moi je dirais au niveau local, je crois que c'était la question, donc Bernard a expliqué qu'il faut du temps. Je pense aussi qu'il faut une diversité des stratégies. Et donc par exemple dans le cas des municipalités, il y a une idée qui a émergé avec Extinction Rebellion, c'est d'essayer de forcer les mairies à déclencher, à déclarer en fait l'urgence climatique. Donc c'est déjà un premier pas auprès des mairies, donc de façon locale, pour faire bouger les choses et leur faire prendre conscience et qu'ils l'affichent vraiment clairement. Mais ensuite, une deuxième stratégie, peut-être qui viendrait plutôt de l'association, ce serait, ou d'autres associations comme proposé tout à l'heure, d'ensuite proposer aux mairies les actions à faire, leur donner des pistes. Voilà, donc juste, je pense que les associations, c'était dans la stratégie des actions. La diversité, dans tous les cas, il faut absolument la protéger, ça, vous avez 1000 fois raison. On est obligé d'arrêter parce que je remercie beaucoup l'équipe technique qui nous a accompagnés.